D'accord, tout le monde. Bon jeudi à tous. Je dois vous dire que j'ai tellement ri hier parce que j'ai reçu une avalanche d'emails de la part de policiers et de militaires qui disaient tous pas possible. Absolument pas. C'est là que je trace la limite. Les chiens détecteurs de bombes ont raté l'arme. Apparemment, pour les personnes qui travaillent avec des chiens détecteurs de bombes, c'est encore plus insultant pour leur intelligence que l'histoire du coup d'acier. C'était tout simplement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est là qu'ils tracent la limite, en matière de bêtises fédérales. Quoi qu'il en soit, nous avons un autre épisode incroyable pour vous aujourd'hui. J'ai longuement réfléchi à la question de faire venir le témoin oculaire de Fort Huachuca, et je pense que lorsque nous lui parlerons aujourd'hui et qu'il vous donnera son témoignage, vous comprendrez bien sûr pourquoi. Je suis toujours honorée d'accueillir toute personne qui sert dans notre armée et je suis particulièrement honorée de l'avoir lui, compte tenu de tout ce qu'il a traversé malgré la tempête. Je sais que lui et moi allons devoir y faire face. Bienvenue à nouveau sur Candice. D'accord, donc quelques points avant que nous commencions cette interview. Au début de l'émission, je veux d'abord vous parler de cette question intéressante que j'ai reçue hier de la part de l'un de nos téléspectateurs sur X et à laquelle je voulais répondre. Il m'a demandé spécifiquement si j'avais vu des fragments de plastique noir sur le sol du SUV de Charlie. J'ai été immédiatement frappée par cette question et je ne plaisante pas. Quand je vous dis que la toute première chose que j'ai remarquée en regardant ces photos du SUV de Charlie, j'ai dit à mon équipe qu'il semblait y avoir des éclats de verre, comme du verre trempé que l'on pourrait voir si on fait tomber ou qu'on casse un iPhone. C'était très distinct pour moi sur la photo, par rapport au sang qui est partout sur les sièges et sur le sol. Je me suis dit, oh, peut-être que quelqu'un a cassé une vitre ou quelque chose comme ça. Et puis, j'ai un peu mis ça de côté dans mon esprit. Et en particulier, j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup répandu sur le plancher arrière, près du siège du sac à dos. Donc, je vais vous montrer ça, juste quelques photos en gros plan pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Parce que oui, c'était vraiment quelque chose de marquant qu'il a remarqué, quelque chose que j'ai moi-même remarqué. Et vous pouvez voir que c'était inhabituel. Je pense que dans l'esprit de cette personne, la piste qu'elle suivait, ou plutôt la ligne de questionnement qu'elle se posait, c'était « Est-ce la preuve que quelque chose s'est cassé sur Charlie? Est-ce que quelque chose aurait pu être truqué? » Et je veux dire qu'on ne peut pas forcément extrapoler ça à partir de ce qu'on regarde. Ça pourrait être mille autres choses. Quelqu'un aurait très bien pu casser un téléphone là-dedans. Quelqu'un aurait pu avoir quelque chose là-dedans. Ça pourrait être des bonbons durs cassés. Je veux dire, il se passe beaucoup de choses. Et oui, mais je voulais en parler parce que c'était intéressant qu'il l'ait remarqué et qu'il ait demandé si on voyait des petits morceaux noirs. Et c'est le cas. C'est effectivement ce que je vois visuellement. D'ailleurs, j'hésite à publier le reste des photos. Je suis encore en train d'y réfléchir. Je veux prendre mon temps là-dessus parce que, évidemment, je ne veux pas que les agents fédéraux, les bons éléments qui ont aidé dans cette affaire, soient compromis. Voilà. Je ne veux pas que des gens se mettent à chercher qui nous a donné quoi et que des personnes commencent à se faire renvoyer. Nous avons besoin des chevaliers blancs au sein du gouvernement. Donc, j'ai juste besoin d'un peu de temps pour réfléchir à cela. Et oui, bref, ce que nous pouvons faire cependant et ce que nous commençons à mettre en place maintenant, c'est simplement d'aborder ces points de données. Voilà, ces points-là. Ces circonstances mystérieuses, ces choses qui n'ont pas forcément de sens. Qu'est-ce que nous savons réellement de ce jour-là? Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que lorsque je revois ces points de données, je n'arrive pas à comprendre comment. Il y a des gens en ce moment qui essaient de vous convaincre qu'il existe des preuves accablantes que Tyler Robinson a commis ce crime. En réalité, non, il n'y a aucune preuve en dehors de ces messages louches qui ne sont même pas horodatés. Nous n'avons pas de confession de sa part. Nous n'avons rien. D'accord. Donc, ce ne sont que quelques points de données à garder en tête pendant que nous avançons dans cette affaire. Le chirurgien n'a jamais confirmé ni même suggéré que Charlie avait été touché par une balle de calibre 30-06 ou que Charlie avait un coup en acier qui aurait arrêté cette balle. En réalité, il a plutôt suggéré, au fil de la conversation, qu'une balle frangible avait peut-être été utilisée.
Le seul témoin oculaire confirmé que nous ayons, qui est confirmé comme étant sur le toit du Losse Center avec le tireur présumé, avant que le coup de feu ne retentisse, n'a pas été contacté par les avocats ni par les enquêteurs d'aucun des deux camps dans ce procès en attente. Nous sommes maintenant dans la phase où les enquêteurs sont censés sortir et recueillir davantage de preuves en attendant l'audience de mai sur la cause probable. Il n'a toujours pas été contacté. Et pourquoi est-ce crucial? Parce que cette personne est instructeur dans un stand de tir. Il affirme que l'arme qu'il a vue ressemblait davantage à une 223, je cite, quelque chose de plus court que celle qu'ils ont trouvée. La personne qu'il a observée portait, selon lui, un équipement tactique noir ainsi qu'un masque facial et il décrit cette personne comme ayant l'apparence d'un professionnel. Les chiens renifleurs d'explosifs n'ont pas réussi à localiser l'arme dans le champ où elle a finalement été découverte, malgré le fait qu'ils aient rampé sur cette zone. Ils n'étaient tout simplement pas au meilleur de leur forme ce jour-là. Ce n'est pas ma partie préférée de l'histoire. C'est juste un peu... je ne m'attendais tout simplement pas à ce que la réaction soit celle qu'elle a été. J'adore vraiment les gens qui disent « Non, absolument, c'est fini. On en a assez des magouilles fédérales. » Au lieu de cela, ce qui s'est passé, c'est que des agents fédéraux ont dirigé les policiers locaux vers l'arme. Les fédéraux ont de la chance, vraiment de la chance. Les chiens n'ont pas reçu l'odeur de l'arme une fois qu'elle a été découverte. Donc, ils n'ont pas ensuite pris cette arme pour faire remonter la piste par les chiens jusqu'au sommet de l'Ossie. Cela ne s'est pas produit. Terrell Farnsworth, toujours, de grandes zones d'ombre subsistent. Il s'est précipité pour retirer la caméra qui se trouvait juste derrière la tête de Charlie. Je veux vous dire, d'ailleurs, que je m'implique personnellement dans cette histoire, donc ce n'est pas un fait objectif. Mais dans mon esprit, quand j'imagine pourquoi il aurait pu faire ça, je pense que c'est parce qu'ils allaient s'en tenir à cette version qu'un fusil de calibre 30-06 a touché Charlie Kirk. Et ce qui aurait évidemment discrédité cela, ce serait de voir que ça n'est pas passé à travers. Il n'y avait aucune preuve de ce qui aurait dû être d'énormes dégâts causés à son cou. Je veux aussi préciser ici, parce que j'ai entendu dire que plusieurs personnes comme Terrell reçoivent des menaces de mort. Évidemment, si vous regardez cette émission, nous enquêtons sur ce qui est arrivé à Charlie Kirk. J'ai été clair sur le fait que je crois qu'il y a certaines personnes impliquées dans une dissimulation. Je ne donne jamais à qui que ce soit la permission, vous savez, d'aller jouer les bandits et de sortir pour se faire justice soi-même. Ce n'est absolument pas ce que nous devrions faire ou encourager. Prochain élément d'information que nous avons, des agents fédéraux ont empêché le chirurgien de retourner dans sa salle d'opération. Je vous ai dit que c'était quelque chose qui l'avait surpris et il a passé un appel, vraisemblablement à Washington, pour les faire bouger parce qu'il voulait, évidemment, que l'équipe puisse retourner là-bas pour s'assurer que Charlie puisse se nettoyer avant qu'Erika n'arrive. Les agents fédéraux ont retiré les images de vidéosurveillance de l'hôpital. Ils sont en chasse à l'homme. Et pour une raison quelconque, cela leur a semblé être quelque chose à faire. Je trouve cela extrêmement étrange. Nous avons cela. Le véhicule dans lequel Charlie a été transporté à Timpanagos ou à l'hôpital Timpanagos n'a pas été mis en fourrière par les forces de l'ordre. C'est très étrange. Et il y avait plusieurs jeux d'empreintes sur l'arme qui a été retrouvée, quelque chose que je ne vous avais pas partagé. Mais je le savais depuis un certain temps et je peux vous le confirmer parce que c'est l'une de leurs spécialités. Ils ont relevé les empreintes de Tyler Robinson sur cette arme. Il y avait plusieurs jeux d'empreintes sur l'arme qui a été récupérée, grâce à l'instinct des fédéraux et non au flair des chiens. Et enfin, et je pense que c'est important, les images de Tyler Robinson se rendant lui-même auraient apparemment disparu. Et je vous l'ai dit, et encore une fois, je m'implique personnellement là-dedans. Et dans mon enquête, j'ai découvert que toute leur histoire sur le fait que les parents l'ont livré et ont fait ce qu'il fallait, c'est du pipeau. C'est des conneries. Ce n'est pas ce qui s'est passé. On leur a dit soit, vous savez, ces portes vont être défoncées, soit vous venez de vous-même, calmement. Et Tyler a choisi la seconde option. On m'a également dit par des policiers présents lorsqu'il s'est rendu que l'ordre leur avait été donné de ne pas le regarder. On leur a dit d'éviter les caméras. Des choses très étranges se sont produites lorsqu'il est finalement venu. Et nous ne saurons jamais à quel point c'était étrange, car apparemment les images ont disparu selon les médias locaux de l'Utah, qu'ils n'ont pas parlé d'une demande FOIA. Il y a un autre terme. C'est une demande gamma qui a été faite pour ces images. Et on nous a essentiellement dit que, maintenant, il y a eu une expiration pour ces images et qu'ils ne les ont plus.
Donc peut-être qu'ils veulent simplement dire qu'ils les ont déjà remises aux enquêteurs. Je ne sais pas, mais nous allons attendre et voir. Il se passe beaucoup de choses. Je veux changer de sujet maintenant parce que nos instincts, qu'ils ne cessent de tourner en dérision, je pense qu'ils sont justes. Nous allons maintenant parler du christianisme. Le christianisme. Je mets ça entre guillemets parce que c'est un thème récurrent dans ce podcast, n'est-ce pas? Je ressens toujours, premièrement, que ces pasteurs sont dangereux, n'est-ce pas? J'ai largement expliqué comment, même rien qu'au sein de la Calvary Chapel en particulier, il y a vraiment trop souvent cette habitude de nommer d'anciens pédophiles et trafiquants de drogue comme pasteurs principaux des églises. D'accord, je ne dis pas que les gens ne peuvent pas trouver Dieu. Je dis simplement que ma préférence serait qu'on ne leur donne peut-être pas accès aux enfants, n'est-ce pas, si vous avez commis un crime contre un enfant. C'est une préférence qui, je suppose, n'est pas ou peut-être est en conflit avec les croyances et les préférences de Rob McCoy, qui me donne la chair de poule. Nous vous avons montré cette interview qu'il a faite avec quelqu'un qui apparemment est ensuite parti en folie. Il est effectivement allé en prison pour cela et il a en quelque sorte blanchi sa réputation, puis on lui a de nouveau donné accès aux enfants. Je trouve que c'est vraiment mal. J'ai aussi beaucoup parlé dans cette émission de ces soi-disant influenceurs chrétiens. Il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Beaucoup de femmes qui semblent connaître leur Bible presque dans le but implicite et explicite d'ingénierie sociale de la population, non? Elles vous disent « Oh, c'est écrit ici dans la Bible ». C'est pareil avec les pasteurs. Dieu ne veut pas que tu suives Tucker Carlson sur Instagram. Josh Hammer est incroyable. Candace est possédée par un démon. Tu ne veux pas être possédé par un démon, alors désabonne-toi de Tucker Carlson et désabonne-toi de Candace. Et je te promets qu'il n'y a aucune autre motivation. Candace est juste folle et tu devrais m'écouter. De la même manière, il y a tellement de médias conservateurs dirigés par d'anciens membres du renseignement militaire, des gens qui quittent le renseignement naval, des gens qui quittent le Mossad. Soudainement, leur objectif est de parler des valeurs judéo-chrétiennes. Ils trouvent Dieu après avoir quitté l'armée. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis simplement que c'est un sujet dont nous avons beaucoup parlé dans ce podcast. Je vous ai tous suggéré que la foi a été infiltrée par l'armée et les gens ont ri. Ils ont ri. Bon, vous n'avez pas ri, mais bon. Oh, qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, installez-vous confortablement parce que ça va devenir encore plus intéressant. Fort Huachuca, comme beaucoup d'entre vous dans l'armée me l'ont signalé, est en réalité une base de renseignement. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui, comme moi, ignorent la structure de l'armée, c'est une distinction importante à faire dans votre esprit. Parce que quand on pense aux bases militaires, en tout cas moi, peut-être que vous avez le même réflexe, j'ai tendance à imaginer des endroits où l'on fait décoller les avions en urgence sur une base aérienne s'il y a une attaque, non? Oh, sautez vite dans vos avions et prenez l'air, ou peut-être partez en mer. Cela nécessite juste une réaction immédiate, mais ce n'est pas ce qu'est Fort Huachuca en Arizona, d'accord? C'est un centre de formation au renseignement. Des civils peuvent être transformés en agents de renseignement sur cette base. Ils peuvent prendre des chevaux pour rejoindre la communauté du renseignement, d'accord? Je vous donne juste un exemple d'email que j'ai reçu, je cite, juste pour info, Fort Huachuca est l'endroit où les soldats vont pour leur cours du MET. C'est l'armée, le militaire, le renseignement. Une fois qu'un soldat a terminé sa formation de base, il vient ici pour sa formation avancée, pour son véritable métier dans le renseignement militaire de l'armée. Fin de citation. D'accord. Parmi les nombreux emails que j'ai reçus concernant le type de cours de renseignement qui ont lieu, j'ai été absolument stupéfait. Lorsqu'une personne qui a grandi et vit juste à l'extérieur de la base à Sierra Vista m'a raconté quelque chose, je vais vous raconter cette histoire et je vais un peu reformuler certains passages pour protéger leur identité. En gros, leur histoire commence en mai 2013. Ils sont 2 chrétiens récemment baptisés. Comme je l'ai dit, ils ont grandi dans cette région à Sierra Vista et ils ont décidé d'investir toutes leurs économies pour ouvrir une salle de sport. Évidemment, comme la salle de sport se trouvait en dehors de la base, ils avaient beaucoup de clients qui étaient liés à la base. L'un de ces clients était une femme qu'ils ont rencontrée, un couple qu'ils ont rencontré, qui était passionné par le Seigneur, n'est-ce pas? Ce couple a fait un investissement important dans leur salle de sport et est devenu, entre guillemets, des membres fondateurs, d'accord? Les propriétaires de la salle de sport ont été attirés par ce couple parce qu'ils étaient si audacieux dans leur foi. Ils se disaient
J'aimais la proclamation audacieuse de leur foi et nous avons pensé, c'est génial, ça va marcher. Ils acceptent de l'argent de leur part. Vous pouvez imaginer ça. Ils ont alors été complètement surpris et choqués lorsque ce couple, avec le temps, a en quelque sorte organisé une prise de contrôle hostile de leur entreprise, les sapant tout en prétendant être leurs amis, agissant dans leur dos et faisant des propositions à d'autres membres de la salle de sport. Je vais être clair ici. C'est évidemment présumé, je vais le dire, présumé ici. Le couple a failli tout perdre dans le processus et ils ont dû tout recommencer à zéro. Ce qui était autrefois la salle de sport à la croissance la plus rapide de Sierra Vista a soudainement été contraint de déménager et de réduire considérablement la taille de son entreprise. Nous sommes donc en 2015. Ils se trouvent maintenant dans leur nouveau local plus petit pour la salle de sport et je vais lire mot pour mot la prochaine partie de l'email que j'ai reçu. Encore une fois, présumé, car il nomme une personne que je ne connais pas. Je n'ai jamais entendu parler de cette personne, mais je pense que c'est pertinent car j'aimerais en savoir plus. L'email continue, je cite, « Nous étions en difficulté. Parfois, nous avions à peine de quoi payer le loyer, mais nous continuions à servir la communauté, y compris les étudiants militaires qui venaient pour des formations de 4 à 6 mois. D'accord. Je vais insister là-dessus à nouveau. Tous ces étudiants arrivent et leur formation dure entre 4 et 6 mois. Ils s'inscrivent à cette salle de sport. Je reprends la citation. Un matin, j'ai remarqué qu'une militaire restait après le cours. Elle était visiblement bouleversée. J'ai donc gardé la salle de sport ouverte plus longtemps que d'habitude pour lui laisser l'espace de parler. Nous avons fini par discuter pendant environ 45 minutes et ce qu'elle m'a confié m'est resté en mémoire depuis. Elle a dit qu'elle, je cite, n'en pouvait plus. Lorsque j'ai demandé des détails, elle m'a expliqué que son stress venait d'un cours qu'elle suivait à Fort Huachuca, donné par nul autre que Bruce Bevins. J'ai immédiatement tendu l'oreille en entendant son nom, car je me suis tout de suite souvenu de l'incident avec sa femme. Cette jeune femme a décrit Bruce comme, je cite, l'homme le plus malfaisant qu'elle ait jamais rencontré. Elle a ensuite révélé quelque chose à quoi je ne m'attendais pas du tout. L'objectif du cours était d'apprendre au personnel militaire à infiltrer des groupes et organisations chrétiens par le biais d'opérations psychologiques secrètes. La formation portait spécifiquement sur la tromperie des chrétiens. À l'époque, je n'avais pas encore fait le lien entre tous ces éléments. Notre salle de sport était une organisation chrétienne ouverte. Je me demande si l'infiltration et la destruction de notre salle de sport étaient un exercice d'entraînement ou une mission sur le terrain. Je me demande aussi si la jeune soldate en détresse a été envoyée dans notre salle de sport en mission par Bruce, mais qu'elle n'a pas pu mener à bien ses objectifs et a préféré se confier à moi. Il y avait d'autres élèves qui pourront corroborer ce type de formation. 2 élèves militaires, tous 2 nommés Blanc et Blanc, je vais anonymiser ces noms, sont passés par notre salle de sport durant cette même période. Ils ont partagé des histoires similaires, mais semblaient beaucoup plus avancés dans leur formation. Une fois, après avoir demandé ce qui était si drôle au fond de ma classe, ils m'ont confié en privé qu'ils venaient tout juste de rentrer. D'une mission d'entraînement sur le terrain qui avait duré toute la nuit, avec très peu de sommeil. Leur objectif avait été de tromper des civils à Tucson. À environ 1 heure au nord de chez nous, ils s'entraînaient dans des bars locaux et des lieux publics sur des personnes sans méfiance, racontant des mensonges, se souvenant de ces mensonges et maintenant leurs fausses identités sans, entre guillemets, sortir de leur personnage. Ils riaient de leur conquête tout en s'entraînant dans notre salle de sport. J'ai alors eu l'impression que leur tromperie s'étendait parfois à des relations sexuelles avec leurs cibles. À l'époque, j'ai trouvé cela troublant, mais je ne savais pas quoi en penser. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, en voyant la situation se dérouler avec Charlie Kirk et en apprenant que certaines de ces personnes de confiance étaient peut-être des agents formés qui ont infiltré Turning Point USA, ces souvenirs prennent soudainement tout leur sens. Vous avez mentionné précédemment qu'il y avait un lien étrange avec le milieu militaire parmi certaines des personnes impliquées. Je me demande maintenant si des instructeurs comme Bruce Bevins ont formé certains de ces individus avant qu'ils n'infiltrent des organisations chrétiennes comme Turning Point USA. Fin de citation. Évidemment, je ne peux pas encore le confirmer. Je suis sûre qu'après l'émission, nous allons recevoir plein d'emails concernant les accusations contre Bruce. Encore une fois, je n'ai jamais entendu parler de cette personne. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au fond de moi, je sens que c'est exact. C'est vrai. C'est ce que j'ai remarqué. C'est ce que je vous signale depuis toute l'année. Beaucoup de ces pasteurs se comportent comme des agents et beaucoup de ces influenceurs chrétiens se comportent comme des agents.
Et je n'arrête pas de vous dire que toutes les routes, y compris l'égyptienne, ici israélienne, mènent à la porte d'entrée de Turning Point USA, Faith. Je n'ai cessé de le dire, quelque chose s'est produit quand la foi a soudainement infiltré et il s'est passé quelque chose dans cette organisation. Et je pense que cet email est un élément clé du puzzle. D'accord? Alors, si vous avez participé à ces exercices sur la base de Fort Huachuca où vous receviez des instructions sur comment être un bon petit chrétien pour infiltrer et potentiellement renverser une organisation chrétienne et peut-être vous commencez à avoir des doutes sur votre âme et vous aimeriez m'en parler. Hors enregistrement, veuillez envoyer un email à moretipsycandiceowens.com. Et je voudrais aussi que vous vous souveniez tous que nous avons soudainement connu une panique généralisée depuis que nous avons mentionné Fort Huachuca. Vous l'avez vu. Je veux dire, les articles en ce moment sont complètement déjantés. Ils ne font que de la fiction. Le bouton de panique a été activé lorsque nous avons mentionné Fort Huachuca lors de la prétendue réunion qui aurait eu lieu le matin du 9 septembre. Donc nous allons en parler. Au fait, pour ceux d'entre vous qui pensaient que cette personne inventait tout, il ne semblait apparemment pas connaître les métadonnées. Je ne pense pas qu'il les connaissait. Et il ne m'avait pas envoyé les photos qu'il avait prises ce matin-là sur la base. Donc, il raconte une histoire. Je suis sorti, j'ai pris un café. Eh bien, parce qu'il pensait qu'il allait écrire, et ça me fait rire, qu'il allait écrire le tort de son passé. Il se documentait un peu lui-même pendant qu'il était sur la base. Donc, il m'envoie tout ce matériel. Et j'ai littéralement pu vérifier, grâce aux métadonnées, où il se trouvait, l'heure exacte, et voir l'arrière-plan, évidemment. Et c'est tout simplement un fait. OK, c'est juste un fait que cela s'est produit. Il était là. J'ai aussi pu l'établir parce que maintenant, c'est comme au-delà de tout doute raisonnable. Maintenant, nous reviendrons après cette courte pause de la part de nos sponsors. Nous allons accueillir, et c'est son nouveau nom, Mitch. Je vous ai parlé de la personne sur laquelle il pense être tombé lors de cette réunion, et je pense que nous devons nous concentrer là-dessus. Et vous pourriez en apprendre davantage. Je sais que ça a été mon cas. Nous revenons tout de suite après une courte pause. Très bien, les amis. Quand il redouble d'efforts sur l'avortement, vous savez que nous devons redoubler d'efforts pour soutenir la vie. Grâce à notre partenariat avec Preborn, nous pouvons sauver des bébés et soutenir des mères dans le besoin. Chaque jour, les cliniques Preborn sauvent des centaines de bébés. Quand une mère voit son bébé à l'échographie et entend un battement de cœur, ses chances de choisir la vie doublent. Et maintenant, grâce à un généreux programme de dons jumelés, votre contribution sera doublée. Cela signifie des échographies, des vies sauvées et des mères pleines d'espoir, avec des couches, des sièges auto, du conseil et un accompagnement jusqu'à 2 ans. Si vous avez déjà entendu parler de Preborn, c'est le moment d'agir. Leur travail est l'un des plus importants pour aider à guérir notre pays. Une échographie ne coûte que 28 $, mais vous pouvez évidemment donner 10 fois plus si vous en avez les moyens. Rendez-vous sur preborn.com/Candice pour faire un don. Encore une fois, c'est preborn.com/Candice. Je veux aussi vous parler de la Wellness Company, parce que, et si le mal de gorge et la fièvre qui vous ont frappé pendant la nuit ne signifiaient pas que vous deviez annuler un voyage en famille, manquer le travail ou perdre des heures aux urgences, ouvrez votre trousse de premiers secours fournie par la Société de bien-être. Faites correspondre vos symptômes au guide recommandé par le médecin et commencez le traitement immédiatement. Ceci n'est pas une trousse de premiers secours. C'est un mini-centre de soins d'urgence à portée de main. Vous y trouverez des médicaments clés pour traiter plus de 30 affections telles que la COVID, l'angine streptococcique, la pneumonie. Fini les salles d'attente et les files d'attente à la pharmacie. Place à une médecine modernisée. Commander est simple. Vous pourrez remplir un formulaire d'admission, examiné par un médecin agréé. Vos ordonnances seront exécutées et le kit livré à domicile sous 1 semaine. Personne ne souhaite être malade pendant les fêtes. Soyez prêts. Économisez du temps et de l'argent. La trousse médicale d'urgence met les soins urgents à votre portée. Commandez votre kit dès maintenant sur TWC Health Candas. Utilisez le code CANDAS pour économiser jusqu'à 45 $ et bénéficier de la livraison gratuite. C'est TWC Health Candas, code CANDAS au paiement, kits disponibles uniquement pour les résidents des États-Unis. Réservé aux résidents américains, je voulais aussi vous parler de Tax Network USA parce qu'il se peut que vous ayez des arriérés d'impôts ou peut-être que vous n'avez pas déclaré vos revenus depuis des années. Eh bien, c'est le moment de régler vos problèmes fiscaux.
Avec le débat national sur l'abolition du système d'impôt sur le revenu, l'IRS contre-attaque et prouve qu'elle est là pour rester en devenant plus agressive que jamais. Ils envoient plus d'avis de recouvrement, déposent davantage de privilèges fiscaux et récupèrent des milliards de plus qu'au cours des dernières années. L'IRS peut saisir vos salaires, vos comptes bancaires, votre sécurité sociale, votre retraite et même votre maison, si vous devez de l'argent ou si vous n'avez pas déclaré vos revenus. La question n'est pas de savoir si l'IRS agira, mais quand. En ce moment, Tax Network USA propose un appel gratuit de recherche et d'analyse avec l'IRS pour vous montrer exactement où vous en êtes et ce qu'ils peuvent arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Leurs programmes et stratégies peuvent vous faire économiser des milliers de dollars, voire éliminer votre dette si éligible. Ne commettez pas l'erreur de vous représenter ou appeler l'IRS vous-même. Renoncer à vos droits peut vous coûter cher. Ils ne sont évidemment pas de votre côté. Protégez-vous de la bonne manière avec Tax Network USA et commencez le processus pour régler définitivement votre dette fiscale. Appelez le 1-809-58 000 ou rendez-vous sur tenusa.com/Candace pour votre appel de découverte gratuit avec Tax Network USA. Encore une fois, c'est tenusa.com/Candace. Que puis-je dire si ce n'est que je ressens, à un niveau spirituel, que nous avons été infiltrés? Je vais poser une question plus large. Nos vies, à tous, ressemblent un peu au Truman Show. Avons-nous essentiellement une distribution de personnages qui jouent un rôle et font semblant? Et c'est ce qui a un peu rendu tout le monde fou. Après l'événement Turning Point USA, où Tucker a posé la question « D'où vient l'argent de ce type ?» Je veux dire, évidemment, Barry Weiss fait partie de ces acteurs. C'est clairement une mise en scène. Tu n'es manifestement pas intelligent. Tu n'es manifestement pas une journaliste qui a gravi les échelons et qui a révélé des histoires importantes. Tu es clairement une opération de renseignement, une opération pas très intelligente. Est-ce qu'on vit dans le Truman Show? Est-ce qu'on va tous au travail en pensant qu'on peut gravir les échelons alors qu'en réalité, ces gens sont simplement sélectionnés et reçoivent certains. Il est censé y avoir certains personnages. Tu es censé faire semblant d'être le patron d'une entreprise technologique et tu es censé être super bizarre et excentrique. Je vais te distribuer ce rôle et ensuite on va t'appeler un génie et tu es censé faire semblant que tu es ce super gourou de la finance comme Jeffrey Epstein et on va te mettre à la tête d'une société financière. Tu n'as aucune expérience dans ce domaine. C'est un peu le thème que je remarque. Bref, je ne veux pas perdre beaucoup plus de temps parce que je veux vraiment inviter Mitch qui apparemment a, je ne sais pas si c'est la meilleure ou la pire chance du monde, de tomber sur les Feds quand ils sont peut-être en train de faire des choses louches. Mitch, bienvenue sur mon podcast. C'est vraiment super de t'avoir ici. Je vais très bien. Évidemment, tu connais l'histoire de comment j'ai immédiatement reçu l'email d'un de tes amis qui disait simplement « Tu devrais appeler Mitch ». Après avoir prié et dit « Il me manque un élément, s'il te plaît Dieu, donne-moi un morceau de cette histoire ». Et le premier email que je vois en rentrant de l'église un jour d'obligation religieuse, c'est cet email. Et donc, Mitch, mon public est au courant de ce qui t'est arrivé quand tu avais 20 ans. Et je me demande si tu pourrais juste faire un petit récapitulatif au cas où j'aurais mal compris certaines choses. Oh, wow, résumé brièvement, 35 ans, bien sûr. Oui, c'est le cas. Nous faisions partie d'une mission qui descendait vers la frontière avec le GTF-6 assigné depuis la 10e division de montagne. Auparavant, il y avait eu une unité du corps des Marines là-bas. Apparemment, ils avaient eu un incident, nous avons dû les remplacer et ils voulaient qu'une unité moins cinétique soit impliquée. Donc, nous sommes descendus là-bas en quelques jours, tu sais, et j'étais le plus jeune de l'équipe. Et pendant les premiers jours, on m'a assigné la tâche, tu sais, de faire le travail difficile, d'installer les capteurs et de suivre un des agents de la patrouille frontalière qui était à cheval. J'ai dû apprendre quelques trucs sur la détection de signaux dans le désert, des choses comme ça, pendant qu'on installait ces capteurs. Cela a pris quelques jours. Je pense que on a installé environ 80 capteurs le long de la frontière et on a commencé à en recevoir. Ils pensaient qu'il s'agissait de signaux parasites renvoyés par le système. Comme je venais de suivre le cours, j'avais les informations les plus récentes et
Ce que nous avons réalisé, c'est que ce n'étaient pas des signaux défectueux. Ces gens étaient envoyés là-bas c'était souterrain. Et une fois, lorsque j'ai été rappelé au quartier général de la JTF-6, ils discutaient activement de la possibilité de retirer complètement l'armée de la zone d'opération. Au cas où vos spectateurs ne comprendraient pas, lorsque des unités sont regroupées de cette façon, surtout pour cette mission, il y a beaucoup de tensions, même encore aujourd'hui, entre l'armée et la patrouille frontalière, et qui peut s'attribuer le mérite. Qui peut rester? Qui doit partir? Et à l'époque, la patrouille de guerre, je pense qu'ils voulaient juste qu'on leur fiche la paix. Donc, ils étaient en train d'organiser une sorte de grande réunion et une réunion avec interdiction de déranger. Et j'ai été assigné à l'équipe réduite pour rester en arrière sur le SMS, excusez-moi, le récepteur. Et j'examinais les données, tandis que l'équipe réduite de la patrouille frontalière restait là avec moi aussi. Et ils me taquinaient à propos du matériel de l'armée et du fait qu'ils étaient envoyés sur le terrain pour rien. Ils n'arrêtaient pas de me taquiner à ce sujet, alors nous regardions les données et nous avons commencé à discuter de certaines choses, et j'ai évoqué le fait que, vous savez, j'ai demandé s'il y avait des métros ou quelque chose comme ça dans les environs, et entre nous deux, l'ampoule s'est allumée. Oui, c'était ça. C'était un tunnel souterrain. Et en quelques minutes, nous avons pu trianguler les signaux et être capables de localiser précisément l'endroit. Et c'est l'information que j'ai dû transmettre. Donc non, je n'ai pas, vous savez, participé à la descente elle-même. Transmettre cette information a constitué le motif probable. Ils avaient absolument besoin de pouvoir obtenir un mandat légal, de se rendre physiquement sur place et aussi de communiquer efficacement avec les autorités mexicaines compétentes de l'autre côté de la frontière pour pouvoir mener à bien une opération complexe. Et oui, c'est précisément ce qui s'est passé en fin de compte. Maintenant, vous vous dites, incroyable, nous avons trouvé le plus grand cartel, Total. Il n'y en avait jamais eu d'aussi grand découvert auparavant, je présume. Peut-être qu'il y en avait eu un. Et ils sont là, je ne sais pas, je vais devenir un héros. Peut-être que tu te dis que ça va être génial. Et en réalité, c'est exactement le contraire. Et c'est parce qu'ils finissent par trouver des photos de... Eh bien, était-ce un lieutenant-colonel américain? Qui exactement? Désolé, je sais que tu me l'as déjà dit. C'était un colonel. L'un des commandants qui était avec la patrouille frontalière avait en fait posé avec une photo qui a été retrouvée du côté mexicain après que le tunnel ait apparemment été construit avec d'autres militaires mexicains et américains militaires. Donc, il y avait eu une certaine collaboration. Avant que nous arrivions, il y avait déjà beaucoup de soupçons que le gouvernement fédéral était au courant. 80%, je crois que c'était entre 60% et 80% de la cocaïne passait par la région de Douglas en Arizona. C'est en gros la région 6, ou c'est pour ça qu'ils l'appelaient GTF-6. Donc, ils savaient que toute la cocaïne passait par cette seule zone. Mais à l'époque, les autorités locales, vous savez, haussèrent les épaules en disant « Oh, on ne voit tout simplement pas d'où ça vient ». Donc, ils soupçonnaient qu'il y avait, vous savez, une compromission de certains responsables là-bas. Donc, oui, on s'est mis au travail et il ne nous a pas fallu longtemps pour identifier cela. Donc, quand ils ont récupéré ces données et les photos, évidemment, ils avaient certains des plus grands noms de ceux qui aidaient du côté américain pour aider à construire le tunnel et aussi à le maintenir en fonctionnement pendant au moins 6 mois, d'après la date sur la photo. Donc, je voulais juste te demander ton attachement à... Parce que j'essaye de comprendre pourquoi tu vas... Ensuite, tu retournes à Fort Huachuca, c'est là où tu as été formé au départ. Oui, c'est ça. Fort Huachuca, d'accord. Donc, tu as été formé initialement à Fort Huachuca. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'ils te mettent, en gros, tu n'as pas le droit de parler. On t'impose juste le silence pendant ces bien 25 ans que l'ordre de silence a duré, pendant qu'ils détruisaient chaque aspect de ta vie.
Ils ont livré ton nom au cartel. Tu es en cavale, tu as dû changer de nom. Ta famille est maintenant endettée. Tu te bats contre des procès, essayant d'obtenir que le gouvernement, je suppose, te défende contre les gangs de cartel. Et il est clair qu'ils sont en colère parce que tu leur as marché sur les pieds, on dirait. Je pense que c'est une description fidèle de ce qui s'est passé ici et on découvre de plus en plus à quel point c'est corrompu et je pense que la CIA a été créée pour faire du trafic, pour être clair. C'est mon opinion à ce sujet. Mais ils ont effectivement détruit ta vie et t'ont réduit au silence dans le processus. Est-ce que c'est une évaluation juste de ce qui se passe ensuite? Oui, c'est le cas. Je pourrais probablement entrer dans les détails, mais pendant qu'on était là-bas, j'ai eu l'honneur de incinérer tout ça. Il y avait environ 1 tonne de cocaïne et plein d'armes, plein d'argent. Et puis juste après, puis on est tout de suite retourné travailler et j'ai fini par être approché avec un ami à Noka, en Arizona. Enfin, pas un ami, mais un autre agent de la patrouille frontalière. Et si ce n'était pas pour lui, j'étais trop stupide. Je ne comprenais pas pourquoi cette personne venait vers moi ou pourquoi elle avait des informations sur moi. J'étais un jeune gamin. C'est l'agent de la patrouille frontalière qui a compris de quoi il s'agissait. Et oui, Dieu merci, il savait parfaitement et exactement quoi faire dans cette situation. Il m'a ramené à la base et il pensait que c'était, vous savez, quelque chose que j'avais fait pour révéler mon identité. Donc, je suis resté à la base et c'est le lendemain que j'ai été convoqué à un briefing. Et à ce moment-là, les photos du côté mexicain étaient arrivées jusqu'au côté américain et ils ont pu reconstituer comment mes informations avaient été transmises. De l'autre côté, en ce qui concerne les cartels et tout ça, vous savez, c'est tout simplement de la corruption. À ce stade, c'est très présent. Et oui, ils m'ont suivi. J'ai eu des gens qui sont passés par mes fenêtres et ce n'est pas comme si, je sais que c'est comme des histoires fantastiques. On a les documents du tribunal, on a les dossiers judiciaires, tu me les as envoyés. Ce n'est pas seulement qu'on les a, c'est aussi le travail qui a été fait pour essayer de les enterrer par la suite. C'est assez important et oui, j'ai vécu ça pendant 20 ans. Et on pourrait penser, tu sais, on pourrait croire que quelqu'un au sein du gouvernement fédéral s'en soucierait ou que quelqu'un dans n'importe quelle partie de notre gouvernement s'en soucierait. Plus je suis remonté dans la hiérarchie pour essayer de, tu sais, obtenir plus de ces documents ainsi que des réponses à cette saga. Il semble juste que je marche sur de plus en plus de pieds et finalement, c'est ce qui m'a conduit à aller à Fort Huachuca, obtenir les documents originaux et découvrir pourquoi le FBI n'avait pas été informé de ma situation. Et vous savez, pourquoi a-t-on permis que cela se produise? Ouais, en gros, ils utilisent de nos propres lois contre moi pour attaquer ma vie. Sentir. Je voulais des réponses. Quand j'entends cette histoire, ça me met tellement en colère parce qu'il y a tout simplement trop de personnes qui servent notre pays seulement pour se rendre compte que notre pays sert en réalité les intérêts d'oligarques. Vraiment. Et je pense qu'on arrive tous à ce moment, en ce moment même, en réalisant que ce n'était ni la gauche ni la droite. Ce sont eux, une bande unique d'oligarques et de criminels qui contrôlent chaque aspect de nos vies. Et ils seraient ravis que tu meurs pour eux. Et ils s'en fichent complètement. Je voudrais maintenant changer de sujet. Donc, il t'impose, il y a cette ordonnance de Bayon où, tu sais, un accord de non-divulgation et il dure 25 longues années. Et en fait, c'est 35 ans. On te dit, oui, tu peux souffrir, les cartels peuvent te traquer, tu peux changer de nom, mais tu gardes le silence à ce sujet. Et finalement, en mai de cette année, ça expire, n'est-ce pas? Cette ordonnance de Bayon expire et tu te dis, je vais descendre à cette base où j'ai été formé. Je vais aller à Fort Huachuca, réserver une chambre d'hôtel. Je vais me rendre à la division criminelle, à la division d'enquête. Je vais récupérer ces documents originaux et obtenir des réponses au pourquoi.
Je ressens que ma vie a été effectivement ruinée pour moi, pour avoir fait ce que le gouvernement m'avait ordonné de faire. Donc, tu arrives à la base et je veux que tu abordes ce point. Parce qu'il y avait des gens qui disaient impossible d'entrer sur la base. Bien sûr, tu m'as envoyé tes cartes militaires, on peut en montrer une photo. Tu entres sur la base, explique-nous le déroulement. À quelle heure? Et j'ai déjà montré une chronologie, mais à peu près, tu sais, tu n'as pas besoin d'être précis ici. Nous avons déjà montré une chronologie. Mais donc, tu arrives à la base et en gros, quel est ton état d'esprit général? Et c'était le 8 septembre, le soir du 8 septembre, au Candlewood Inn and Suites, pour lequel tu m'as donné toute la documentation. D'accord. Oui, en arrivant à Tucson, il y a eu un petit souci pour récupérer la voiture de location et tout ça. Donc, ça a pris un peu de temps et oui, ça a eu un petit retard, mais nous avions réservé à l'avance pour que je sois là-bas. Et oui, j'arrive à la base. Pour ceux qui pensent qu'on ne peut pas entrer sur la base, non, en général, on peut tant qu'on a son identité, son assurance et une raison d'y être. Moi, c'était bien le cas. Et tu peux le prouver. Tu peux montrer cette documentation pendant qu'il parle. Je suis désolée, vas-y. Donc oui, nous avions réservé et je suis arrivé à l'hôtel et c'était un peu difficile à trouver. Mais une fois que je l'ai trouvé, je l'ai un peu reconnu parce que c'était en fait la caserne que j'avais quand j'étais là-bas pour ma formation AIT, mais ils l'ont transformée. Donc oui, c'était plutôt cool. Tout à coup, je me retrouvais à dormir dans la même caserne, un endroit vraiment sympa d'ailleurs, des lits merveilleux. Mais oui, je fais l'enregistrement et pendant que je fais ça, on peut voir qu'il y a des militaires réguliers, des jeunes qui sont là, probablement juste en train de s'enregistrer pour des trucs sur la base, ce genre de choses. Il y avait quelques personnes qui se démarquaient, un peu plus âgées, et pendant que je m'enregistrais, il y avait un gars assis sur le canapé. Il avait juste une sorte d'aura. On aurait dit qu'il avait une allure militaire professionnelle. Si je devais deviner, vous savez, en tant que gars des forces spéciales, j'aurais parié qu'il était ancien des forces spéciales, probablement en train de faire, vous savez, quelque chose là-bas, sûrement un contrat. Il attendait clairement quelque chose. Âge, À peu près, juste pour qu'on puisse avoir une description. Âge, vous savez, je dirais entre 33 et 40 ans, à peu près, plus ou moins. Vous savez, je n'étais pas là pour observer les gens ou vérifier des cartes d'identité. Il se trouve juste que je le connais et les vétérans, surtout les gars des forces spéciales, quand on remarque quelqu'un comme ça. J'ai presque eu cette impression à tel point que j'allais aller lui demander de quel groupe il faisait partie, lui dire bonjour et le remercier pour son service. Je n'ai pas vraiment eu cette chance. Donc, pendant que je faisais mon enregistrement, puis que je suis allé dans ma chambre et que je suis ressorti, il avait été rejoint par une femme. On peut vraiment voir quand les gens sont vraiment aisés et qu'ils s'habillent de façon très décontractée. Elle était clairement habillée de façon décontractée, mais c'était très soigné. La chose qui m'a vraiment marqué chez cette femme, c'était ses yeux. J'ai une ex qui m'a causé beaucoup de problèmes. Alors quand je vois quelqu'un avec des yeux bleus aussi frappants, ça me saute aux yeux. Et même, j'étais au téléphone avec ma femme ici. Et je lui en ai même longuement parlé de cette situation. J'ai dit, oh mince, quelqu'un a ce genre de regard. Ça m'a un peu mis mal à l'aise, tu sais. Et cela n'avait rien à voir avec cette personne. Voilà, la vie est ce qu'elle est. Mais au moment de m'enregistrer, j'allais retourner voir cette personne, ce type. Et oui, entre mon passage à la réception, mon retour dans ma chambre et mon retour, j'allais dîner. Oui, ils étaient montés dedans. Il y avait un véhicule garé devant, un gros camion vert. Il avait l'air d'un vrai GSA tout brillant. Et oui, il montait dans ce véhicule et partait. Et ce soir-là, je suis allé dîner chez des gens un peu fous à Sierra Vista.
Ils peuvent probablement confirmer, il y avait un restaurant mexicain, un restaurant de sushi mexicain à Sierra Vista. Donc, j'ai dîné là-bas et c'était en fait un très bon endroit. Puis je suis rentré et je me suis couché ce soir-là. Je me suis levé tôt le lendemain matin. Je voulais voir le lever du soleil. Repenser à tout ça, tu vois? Ouais, voilà, juste repenser au fait d'avoir été là il y a longtemps. Et j'ai même pris le temps de parler à certains policiers. Ils ont essayé de me donner des indications pour aller au CID, mais les bâtiments là-bas ils sont un peu vieux de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Et ils sont aussi construits sur les fondations de genre des pierres et des trucs presque de l'époque de l'Alamo. Et certains ne sont pas vraiment bien indiqués. Donc, ces indications m'ont un peu envoyé sur une fausse piste. Et je vais intervenir pendant que tu bois une gorgée d'eau pour dire que c'est à ce moment-là que tu as accidentellement pris une vidéo. Et la vidéo dure 18 minutes pendant que ce type te donne des indications que tu as aussi tout envoyé. Donc, il n'y a aucun doute que tu étais là et que tout s'est passé parce que tu as essayé de documenter tout ça en pensant que tu allais obtenir une forme de justice pour le passé. Et je vais te laisser continuer à raconter l'histoire. Oui, j'étais là pour obtenir de l'aide. Et je pensais vraiment sincèrement que certaines personnes peut-être auraient des réponses claires et précises pour moi à ce sujet. Je n'ai pas pu trouver Sid, mais alors que j'errais un peu partout, j'ai finalement décidé que j'avais besoin d'un café pour me réveiller, peut-être prendre un petit déjeuner. Ah, j'ai remarqué qu'il y avait des panneaux indiquant JTF et le quartier général de la JTF. Je suis entré dans quelques bâtiments, il n'y avait encore personne, alors j'ai continué mon chemin. Je suis allé prendre un café et je suis tombé sur des gens de la 10e division de montagne là-bas. Ils ont dit qu'ils étaient là pour la JTF. Vous savez, on a plus ou moins discuté. Je leur ai offert un café, je crois, pour leur service, enfin, en quelque sorte. J'ai demandé où se trouvait le siège social où je pourrais me rendre pour parler à quelqu'un. Ils ont essayé de me l'expliquer. J'ai oublié, ils m'ont donné le nom d'un bâtiment. Et je n'en ai pas forcément envie. Nous ne souhaitons pas divulguer ce genre de choses, mais je suis retourné directement à l'entrée principale et en entrant, ils ont scanné ma carte d'identité. Oui, j'ai demandé au gardien à l'entrée où se trouvait ce bâtiment et comment y arriverais-je. Il m'a donné des instructions détaillées sur la façon d'y arriver, sur le chemin à suivre pour atteindre ce bâtiment. Alors je l'ai fait. Et il s'agissait manifestement d'une installation temporaire pour ce nouveau commandement situé en contrebas. Il n'y avait pas de gardien à l'entrée. Je crois qu'ils avaient mis un peu de barbelé autour du terrain. Dans le bâtiment, ce qui m'a fait hésiter une seconde, mais il y avait un parking. Alors, je suis simplement entré et je me suis garé. J'étais au téléphone avec ma femme ici et je lui ai dit, tu sais, on verra comment ça se passe. On verra ce qu'ils vont dire ici. Je t'appelle dans quelques minutes. Je n'ai finalement pas pu la rappeler avant environ 7 heures. Et vous savez, quand on est dans l'armée depuis un moment, on remarque quand il y a beaucoup de gradés dans les environs et on remarque aussi quand il y a un peu d'agitation. Et moi, je suis entré là-dedans. Je ne savais pas si c'était juste un nouveau type d'armement que je n'avais pas vu depuis un moment. Mais je me suis approché du comptoir. Je lui ai plus ou moins expliqué ce que je voulais. J'ai d'abord parlé à un capitaine pendant environ 5 minutes, puis il est reparti. Il allait chercher quelqu'un. Je suis resté là, devant, et pendant ce temps, le type que je pensais être un gars du XSF, il était sorti d'on ne sait où, et il se dirigeait vers les portes d'entrée, puis il est resté là un moment à attendre. Puis trois autres personnes sont arrivées en tenue civile, et l'une d'elles, il ressemblait à un membre du Congrès. Il avait l'insigne, le drapeau, vous voyez, le costume de congressman. Il y avait quelques personnes à côté de lui et de toute évidence, elles essayaient de lui parler.
Ils semblaient plaisanter ensemble, mais c'était aussi assez sérieux. Et certains des lieutenants-colonels militaires présents, ainsi que le major Unisseur, les ont escortés dehors. Ils ont intégré une des GSA. Pour tous ceux qui, dans l'armée, connaissent la GSA, c'est l'agence qui contrôle tout au sein du gouvernement. Pourriez-vous, désolé pour ceux d'entre nous qui ne le savent pas, ce GSA, pour faire simple, je suis désolé d'être aussi ignorant. Que signifie cela? Qu'est-ce que c'était? Administration des services gouvernementaux. Ou, d'accord, j'ai oublié ce que c'est. Pas de souci. En gros, ils gèrent tous les biens immobiliers du gouvernement fédéral. D'accord. Donc, si vous êtes dans l'armée ou dans le gouvernement fédéral et que vous avez besoin d'un véhicule, en gros, vous allez dans un des centres GSA et c'est comme louer un véhicule chez Enterprise ou autre, mais avec des ordres officiels attachés. Certains de ces véhicules là-bas, ils sont réservés. Dans n'importe quel GSA où il y a des VIP qui arrivent, pour ceux qui sont au courant, ils gardent un ensemble de véhicules réservés et ils sont particulièrement rutilants. Ils sont comme neufs, tout juste sortis du concessionnaire. Tu sais, leurs pneus ne sont même pas usés, donc ils sont tous montés dans un de ces véhicules et ils sont partis. Le sergent-major est revenu, lui et moi étions là. Je le taquinais à propos de ses insignes et du fait qu'il n'avait pas son insigne long. Et je crois qu'il avait un insigne de ranger. Et parachutiste ou pas, il ne les avait pas tous. Il avait l'insigne d'assaut aérien. De toute façon, je le taquinais à propos de tout ça. J'étais censé retourner lui parler. J'étais en train de finir de m'enregistrer quand, oui, quelques autres capitaines sont arrivés au coin du couloir et ils m'ont escorté loin d'ici. Ils voulaient me faire sortir du bâtiment. Je pensais que j'allais me faire arrêter et je ne savais pas ce que j'avais fait de mal. Oui, je donnais mon nom, l'émission auquel j'avais été affecté. Je leur expliquais la raison pourquoi j'étais là. Et j'étais très poli à ce sujet. J'essayais d'être aussi discret que possible et je n'avais aucune idée de ce dans quoi je m'engageais. Évidemment, vous savez, quand il y a des membres du Congrès dans les parages, c'est qu'il se passe quelque chose de spécial. Oui, ils m'ont escorté à travers le parking jusqu'au banc du parc et moi, l'un des capitaines, j'étais là. Il s'appelait le capitaine Neff. Un type sympa. Euh, oui, et j'ai commencé à lui raconter mon histoire, ce que je vous raconte maintenant et pourquoi j'étais là. Oui, c'est bien lui. Un vrai gentleman, honnête et respectable. Et pendant que nous étions assis là, l'autre capitaine est rentré, il allait chercher le sergent-major. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais peu de temps après, plusieurs voitures de patrouille sont arrivées. Il y avait des policiers de différents niveaux du gouvernement. Je ne pourrais pas vous dire tous les types de forces de l'ordre qui étaient là à m'entourer. Et ils formaient en quelque sorte un mur entre moi et la porte d'entrée. J'ai remarqué qu'il y avait encore un autre véhicule. Je ne sais pas si c'était le même véhicule de la GSA qui revenait ou un autre, mais il s'est arrêté devant le bâtiment. Je n'ai pas pu voir qui y était monté. Et finalement, c'est devenu une sorte de grosse affaire. Ils n'ont pas arrêté de m'interroger, essayant de me manipuler, me demandant ce que je faisais là, comme si j'étais une sorte d'espion. Oui, et puis ils ont mentionné une menace à la bombe. Ils voulaient vérifier mon véhicule. Ils ont mentionné que parce que j'étais dans les forces spéciales, évidemment, je devais représenter une sorte de menace à la bombe. Et pour moi, j'ai juste pensé que ça devait être une sorte de fausse accusation comme celle auquel j'ai déjà été confronté auparavant, une sorte d'effet résiduel de tout ça. Tu te dis juste, tu sais, ça doit avoir un rapport. Ça fait 35 ans que ça dure. Le gouvernement est corrompu. Tout tourne autour de mon combat contre ce tunnel du cartel. Et ça va juste être l'histoire de ma vie à ne jamais obtenir justice. C'est ce qui te traverse l'esprit.
À ce stade, oui, des gens, tu sais, des gens du gouvernement commencent à me braquer avec des armes. Ma maison a été squattée et ce genre de choses. Je lève juste les yeux au ciel, vraiment. Désolé. Je jetais juste mes clés de voiture. Ils voulaient mes clés de voiture. Je les ai lancées. J'ai dit, ouais, si ça ne vous dérange pas, garez-la plus près parce que mes os vieillissent et ça fait mal. Je n'ai pas envie de marcher aussi loin. C'est tellement triste. Le capitaine Neff était vraiment gentil et je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Il a essayé d'éluder la question et de dire qu'il ne savait pas. Il y avait une autre femme qui semblait diriger ce que cette réaction excessive était. Et elle était, tu sais, elle était en civil, en infiltration, de grosses lunettes de soleil. Femme hispanique. Oui, si je devais deviner, je dirais probablement les services secrets ou quelque chose comme ça. Elle ne voulait pas m'aborder directement. Elle indiquait aux autres comment m'aborder et me poser des questions. Récupérer mes documents, ce genre de choses. Finalement, ils ont dit, d'accord, nous allons vous emmener à un autre endroit. Ils m'ont emmené là-bas. Ils m'ont finalement montré où se trouvait le bâtiment de la police criminelle, je suppose. Ils m'ont mis là-dedans et ils m'ont enregistré pendant un moment, m'ont posé quelques questions et ils étaient très préoccupés par les prochaines 24 heures. Ils voulaient s'assurer, je ne sais pas, peut-être que je n'étais pas là pour une autre raison ou lié à quelque chose. C'était, c'était assez étrange. Ils n'ont répondu à aucune des questions pour lesquelles j'étais là. Ils ne m'ont pas donné la documentation. Ils m'ont donné un numéro de rapport pour continuer et tu es allé de l'avant et je te l'ai donné. Tu l'as fait. On verra bien ce que ça dit. Mais oui, ils cherchaient n'importe quel prétexte pour essayer de me retenir pendant genre 24 heures. Et ce chiffre de 24 heures revenait sans cesse de leur part. Et puis finalement, ils n'avaient rien pour me retenir. Je ne représentais aucun danger pour moi-même ou pour les autres. Je n'étais pas là pour, tu sais, espionner qui que ce soit. Je voulais vraiment juste obtenir des documents et sortir de ce désert. Aussi nostalgique que cela ait pu être, cet endroit me met un peu mal à l'aise. Donc, oui, une fois qu'ils ont dit que je devais rester hors de la base pendant 24 heures, j'ai dit, t'inquiète pas, je ne reviendrai pas. Je suis allé à Tucson, j'ai passé la nuit là-bas dans un hôtel. Je n'ai jamais été remboursé pour mes suites Candlewood. Mais oui, je suis monté dans l'avion et avant d'atterrir, j'ai fait une escale à Salt Lake City. Au moment où nous sommes arrivés en avion, vous savez, nous avons appris la nouvelle concernant Charlie Kirk. Et bien sûr, cela n'a été que cela. On en parle partout, médias. Tout le monde le regarde et je ne pense pas que quiconque croit ce que dit le gouvernement fédéral à ce sujet, c'est certain. Mais ce que j'ai remarqué, je ne connais pas ces gens de Tepusa. Je n'ai jamais été associé à eux. Je pourrais probablement reconnaître Charlie Kirk, mais ce que j'ai commencé à voir apparaître et qui m'est devenu plus familier quand j'ai vu la photo de quelqu'un avec une queue de cheval et ces yeux-là, c'était cette personne. Ils étaient là. Et oui, le chef de la sécurité là-bas, c'était l'une des personnes qui sortait avec le député. Maintenant, comment pourrais-je le savoir? J'ai un don pour reconnaître les gens. Et ouais, peut-être que ce n'est pas lui, peut-être a-t-il un sosie, mais quelqu'un avec les mêmes manières, la même crispation dans le cou, le même visage, le même air cireux, les mêmes gestes de la main, le même haussement d'épaule, la même démarche, la même taille approximative, la même coupe de cheveux et certainement passé devant moi.
si vous deviez le mettre À un pourcentage où vous pensiez regarder Brian R. Paul, peut-être qu'il a un frère dans l'armée. Qui sait, c'est vrai. Peut-être qu'il a vraiment un sosie. Il a un frère jumeau. Qui sait? Et je veux être clair. Je peux confirmer, en direct sur ce podcast, chaque étape de votre histoire en ce qui concerne où vous êtes allé, à quelle heure vous y étiez, qu'il y a bien eu cette grande réunion qui a eu lieu. J'ai confirmé l'emplacement avec d'autres personnes qui sont actuellement à Fort Huachuca. Je peux tout confirmer grâce aux métadonnées. Je ne peux évidemment pas confirmer que vous ayez vu la personne que vous dites avoir vue. Si vous deviez estimer à quel pourcentage vous auriez vu Brian R. Poe, quel pourcentage donneriez-vous? 95. 95%, d'accord. 95 à 99. Quand je l'ai vu, vous savez, vraiment lors de l'interview, avec son expression faciale et ses gestes, oui, avec cette unique photo, ça m'a frappé au plus profond de moi. J'ai laissé passer jusqu'à ce qu'il y ait, vous savez, d'autres photos qui sont apparues avec d'autres personnes. Quelles autres personnes? D'autres photos? Si vous voulez que je le dise, il y a une photo d'Erika Kirk avec une queue de cheval prise dans le passé. Cette personne correspond à celle que j'ai vue à Fort Huachuca, dans le hall, la veille au soir. Et elle était avec cet homme dans le hall. Et cet homme, il était présent à cette réunion le lendemain matin. Si vous Deviez donner un pourcentage de ressemblance entre la fille à la queue de cheval et la description d'Erika Kirk, à combien l'estimeriez-vous? Ce sont des yeux vraiment rares. Je dirais 95, voire même 99%. Je n'imagine absolument pas que ce soit quelqu'un d'autre, vraiment. D'accord. Donc, ce que je vais dire, parce que évidemment, c'est très explosif et c'est l'une des raisons pour lesquelles je n'étais pas sûre de vouloir t'inviter. Je vais être honnête avec toi parce que mon Dieu, je veux dire, je suppose que je vais te dire le dilemme que j'ai eu et je vais être aussi honnête avec toi que tu l'es avec moi. La première chose, c'est que je ne peux pas le confirmer, n'est-ce pas? Je peux confirmer où tu étais. Je peux faire tout ça. Mais je ne peux pas confirmer ce que tu penses avoir vu. Je ne te connais pas. Je ne sais pas. Il y a des gens comme mon mari qui reconnaissent en quelqu'un 10 ans plus tard ou l'ont vu, et il y a des gens comme moi qui ont une cécité faciale jusqu'à rencontrer quelqu'un 3 fois. Deuxièmement, je ne voulais pas que les gens fassent des extrapolations erronées et disent « Bon, peut-être qu'elle était sur la base. » Il est possible qu'elle n'ait pas été sur la base, n'est-ce pas? Elle a un sosie. Il existe bel et bien des sosies. J'ai des sosies, n'est-ce pas? Bon, disons qu'elle était dans la base. Admettons que vous ayez raison et tu l'as vue. Voici la nuit précédente. C'est le 8. Peut-être qu'elle était à l'hôtel, mais peut-être qu'elle y était pour une autre raison. Peut-être qu'elle était là parce qu'elle a toujours été transparente sur le fait que sa mère a déménagé en Arizona parce qu'elle s'est impliquée avec l'armée. Donc cela pourrait n'avoir aucun rapport avec la réunion qui a eu lieu le 9. Et je ne voulais pas, mais ensuite je me suis dit, je le suis. Cet homme a traversé tant de choses. Tu vois ce que je veux dire? Cet homme a traversé tant de choses. Et je tournerais vraiment le dos à tout cela. Un héros qui a découvert les cartels, qui a traversé tant d'épreuves et qui a été traité comme le gouvernement. Et puis j'ai lutté avec ma propre conscience en me disant, je lui tourne le dos parce que j'ai peur des représailles pour lui avoir permis de dire la vérité. Et donc, mon âme était en conflit. Et j'ai décidé que, tu sais quoi? Ce n'est pas ma plateforme, d'accord? Je crois sincèrement que c'est la plateforme de Dieu. Je ne suis qu'un canal. Je ne sais pas pourquoi j'ai une plateforme. Et je ne sais pas pourquoi tu as cette chance dans la vie. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas pourquoi ces choses t'arrivent ou pourquoi elles m'arrivent à moi. Mais je sais que ma prière était très intentionnelle cette nuit-là où j'ai reçu cet email. Je vais donc permettre à Internet d'entendre votre témoignage, d'entendre ce que vous pensez, et je veux aussi leur montrer une photo car nous avons passé en revue certains membres du Congrès et je ne vous ai pas dit de quelle circonscription ils étaient, mais il y en a un qui vous a semblé familier. Et je vais maintenant vous montrer cette photo de lui. C'est Skyler. Il faut absolument que quelqu'un me parle aux oreilles. Son nom m'échappe. Marc Amodi. C'est exact. Marc Amodi de Las Vegas?
Et vous pensiez que cela pouvait potentiellement être le député que vous avez vu le 9. Ah, ouais, ouais, ouais. Quel pourcentage? C'est celui qui est passé le plus près de vous. Cela fait 95. Après avoir examiné la situation, j'en suis absolument certain. Oui, c'était bien lui. Nous avons donc pu examiner les vols et identifier les personnes susceptibles d'avoir assisté à cette réunion. Nous avons pu confirmer, grâce à un indicatif d'appel, qu'il y avait un gros calibre à Fort Huachuca ce matin-là, OMS. Ils se sont assurés de désactiver leur transpondeur. Donc, nous sommes en train de rassembler les indices. L'image commence à se former. Tu as vu ce que tu as vu, puis cet indicatif d'appel a effectivement changé à un certain moment, ce qui nous laisse penser qu'il aurait pu être transféré à un membre du Congrès. Il se pourrait que la personne qu'il t'empêchait de voir quand ils se sont tous alignés ait été quelqu'un, c'est-à-dire il se pourrait que ce soit Kash Patel. C'est peut-être Kash Patel, c'est quelqu'un qui aurait des idées en mouvement, mais ça pourrait ne pas être lui. Et je veux être clair, je pense vraiment que tu as vu, je pense que c'est la raison pour laquelle ils t'ont entouré, c'était pour s'assurer que tu ne puisses pas voir qui sortait. Je pense que ton instinct est juste à ce sujet. Et je ne sais pas quoi dire d'autre, à part que je sais ce que tu vas traverser maintenant. Et je veux que tu saches que tu as un allié en moi, et je sais à quel point tu te bats déjà contre eux. Et j'ai l'intention de t'aider à récolter des fonds pour affronter ces procès contre le gouvernement fédéral. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais ce que ton enfant et ta femme ont traversé. Personne ne devrait vivre ça. Je dois traverser cela parce qu'ils ont dit la vérité et ont potentiellement découvert quelque chose de corrompu, ont même définitivement découvert quelque chose de corrompu. Et je pense que le public sera de ton côté parce qu'il voit ce que je traverse en ce moment, poursuivi en justice par un président transatlantique à l'étranger, simplement pour avoir essayé de dire la vérité. Et je veux juste que tu saches que, tu vois, je sais que c'est difficile pour toi vu tout ce que tu as traversé, mais tu sais, je suis là avec toi. Je vais collecter des fonds pour toi. Et je suis là pour toi et ta famille, quoi qu'il arrive ensuite. Oh là là, c'est vraiment merveilleux. Je t'ai déjà dit merci. J'aimerais voir la justice triompher. J'aimerais voir notre gouvernement redevenir honnête, ou du moins à un certain niveau. Je ne sais pas pourquoi j'étais là, ou pourquoi j'ai vu ce que j'ai vu, ou comment il se fait que je sois tombé sur quelque chose. Je n'étais pas là pour... tu sais, évidemment, je ne savais pas ce qui allait se passer dans les 24 heures suivantes. Ça semble être une coïncidence que ce soit le chiffre qu'il répétait sans cesse, peu importe ce qu'il faisait. C'était important et il ne voulait pas que qui que ce soit y jette un œil. Et bon, l'armée fait ce genre de choses. C'est ce qu'ils font. Je... Merci pour tout. Mais vraiment, après avoir entendu certaines autres choses, entendu parler de certaines menaces contre vous, et j'ai regardé certains autres podcasteurs, Paul Halla, un gars vraiment bien, même s'il m'a taquiné pas mal sur certains sujets, un frère d'armes de premier groupe. Non, quand il a interviewé la Légion étrangère française, il a pu apprendre un peu comment parfois, dans le monde du renseignement, les choses se recoupent. Et d'autres pays sont un peu plus sales, et ils empruntent des ressources chez nous. Fort Huachuca est l'un de ces endroits. Ils auraient dû faire ça. Et quand j'ai dû prier moi-même, et au-delà, j'ai vraiment essayé, je voulais juste donner, tout simplement. Je voulais juste te donner un conseil puisque tu tires sur ces fils et je n'avais aucune idée que tu allais faire tout ça. Je veux que tu saches qu'il y avait littéralement 51 000 emails sans réponse dans cette boîte. Et je suis allée à l'église et j'ai prié et j'ai dit « Donne-moi quelque chose ». Et c'était le premier email, comme je te l'ai dit, je veux dire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé 4 minutes après que l'email ait été envoyé. Et en fait, c'était moi. Je ne l'ai pas envoyé à genre mon producteur. J'étais juste là à me dire « Hey, peut-être que c'est ça ». Et je ne peux pas m'empêcher d'y voir Dieu et pas, tu sais, Dieu. Comme quand des gens sont formés dans le renseignement pour nous faire croire que tout est sacré. Mais vraiment, j'ai vu Dieu là-dedans. Et oui, c'est bouleversant.
C'est difficile de ne pas voir Dieu dans quelque chose comme ça qui se passe dans cet ordre-là. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver ensuite, mais je veux juste que tu saches que tu as un allié en moi et j'espère que tu vois que je suis un battant. Et quand je vois de bonnes personnes à qui il arrive de mauvaises choses, je me bats. Et c'est pareil pour les gens qui regardent ce podcast. Ce sont aussi des combattants. Ils m'ont soutenu et ils te soutiendront aussi. Je te le promets. J'apprécie vraiment cela. Il y a beaucoup de personnes dans l'armée qui, quand elles voient certaines choses, je suis sûr qu'il y a des gens à Fort Huachuca et ailleurs qui ont vu des choses. Il y a beaucoup de gens qui restent silencieux pour rester gentils, pour, tu sais, éviter les conflits. Et j'ai dû prier. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas du tout ma situation. Ça va l'aggraver, j'en suis absolument sûr. Mais la vérité compte. Et c'est pourquoi nous voulions vous faire parvenir ceci. Nous n'en avions aucune idée. Tout à coup, vous nous appelleriez. Au fait, vous avez vraiment interrompu notre séance de sport et on en avait vraiment besoin. Normalement, j'essaie de prendre les choses à la légère, mais là, ça devient vraiment grave. Mais je pense que le baron Coleman, lui, l'a compris. Continuez à tirer sur ses fils Et j'espère que tu resteras en sécurité. pareillement pour toi. Et comme je l'ai dit, je vais organiser une collecte de fonds pour toi très prochainement. Donc, c'est évidemment juste la première conversation que nous avons. Je veux simplement te remercier du fond du cœur, non seulement pour avoir partagé ce qui s'est passé, et je crois vraiment que tu es une pièce manquante de tout cela. Je tiens également à vous remercier pour vos services. Je tiens à vous remercier d'avoir essayé de faire ce que notre gouvernement devrait faire, c'est-à-dire mettre fin aux cartels et ne pas nouer de partenariat avec eux. Et donc simplement pour vous remercier de votre service militaire et de tout ce que vous avez traversé. Merci, Madame Horn. Merci, Candace. Remercier, Toi, nous serons émis. dit-il. Merci à vous aussi. Merci à vous. On revient tout de suite, les amis. Je vais laisser Mitch conclure ici, puis je répondrai à certaines de vos questions après quelques messages de nos sponsors. Bonne nouvelle, les amis. La Fed a baissé les taux pour la 4e fois cette année. Et si vous êtes propriétaire, vous devriez appeler American Financing dès aujourd'hui, car vous pourriez économiser de l'argent chaque mois. La dette à taux d'intérêt élevé écrase les budgets partout dans le pays, mais les propriétaires qui agissent maintenant utilisent leur capital pour l'effacer. Les clients d'American Financing économisent en moyenne 800 $ par mois, certains obtenant des taux dans les 5 %, une énorme différence comparée aux cartes de crédit qui facturent 20 % ou plus. Parlez à un conseiller hypothécaire rémunéré au salaire et découvrez à quoi vous avez droit. Pas de frais initiaux pour savoir combien vous pourriez économiser. Agissez vite, vous pourriez reporter 2 paiements hypothécaires, remettant de l'argent dans votre poche. Alors appelez American Financing dès aujourd'hui. Plus vous agissez vite, plus vous pourrez économiser rapidement. Appelez le 800-795-1210, c'est le 807-95-1210. Ou rendez-vous sur americanfinancing.net/Owens. americanfinancing.net/Owens. Et bien sûr, je vais vous rappeler Nimi Skincare parce qu'il fait froid dehors. Décembre est là, le temps est sec. Si vous êtes comme moi, votre peau le ressent. C'est une période où nous avons tous besoin d'un coup de pouce pour garder notre peau hydratée, saine et éclatante. Et laissez-moi vous dire ceci. J'adore ce que fait Nimi Skincare en cette saison de Noël. Parce que pendant que d'autres marques marchent sur des œufs, essayant d'être inclusives avec leur message de joyeuses fêtes, Nimi ne fait pas ça. Tout leur site web est décoré pour Noël, c'est lumineux, joyeux et je suis très enthousiaste. Alors, si vous vous demandez ce que j'utilise en ce moment, ma peau sèche vite en hiver, donc j'utilise la crème Sunshine Tallow de Nimi et le baume Buzzin Tallow. Ma peau n'a jamais été aussi douce. Pas de sécheresse, pas de gerçure, juste une hydratation riche et durable. Leurs formules sont propres, simples et elles sont efficaces. Et oui, ce sont des cadeaux incroyables pour les femmes de votre entourage qui apprécient les bons soins de la peau et les valeurs du Made in America en particulier. Maman, sœur, fille, prenez-en quelques-uns et vous me remercierez plus tard. Alors voilà le deal. Utilisez le code Candice10 et vous bénéficierez de 10 % de réduction sur votre commande sur nimiskincare.com. Encore une fois, c'est nimiskincare.com.
N'attendez pas. Offrez à votre peau les soins dont elle a besoin cet hiver. Faites-vous plaisir, prenez quelques cadeaux et soutenez une marque qui a de vraies valeurs en cette saison de Noël. Eh bien, normalement, c'est à ce moment de l'émission que je fais la promotion des produits que je vends sur le site. J'organiserai un Gifts and Go pour Mitch et sa famille, une collecte Gifts and Go pour Mitch et sa famille. Comme je l'ai dit, j'ai vu les documents juridiques. Ils ont traversé l'enfer. Et il endure cet enfer parce qu'il a fait son travail. Ça me dégoûte. Notre gouvernement me dégoûte. Des gens me disent que je devrais m'inquiéter des élections de mi-mandat alors que il y a tellement de corruption qui se passe et de bons hommes qui sont persécutés, tandis que les mauvais sont protégés. Donc, je voulais simplement dire que si vous regardez tous mes réseaux sociaux, je veillerai à lancer une collecte de fonds pour Mitch et sa famille, et j'espère que nous pourrons les aider avec une partie des frais juridiques qu'ils ont dû supporter. Curbster écrit « Nous soutenons Mitch et sa famille, tout autant que nous soutenons. Nous sommes derrière toi, Mitch, et ta famille, tout autant que nous soutenons Candace. Merci pour votre service, votre courage et votre détermination continue, malgré le fait que notre gouvernement ne fasse pas de même pour vous. Que Dieu continue de vous protéger et de vous utiliser pour révéler la vérité. » Je suis désolée, ça va les faire pleurer. Je sais qu'ils étaient en larmes à cause de tous les messages de soutien qu'ils ont reçus la première fois, lorsque j'ai simplement partagé leur histoire. Madeleine écrit « Merci, Candace, de m'avoir permis de garder la tête froide ces 100 derniers jours environ. Je n'arrive toujours pas à croire que Charlie n'est plus parmi nous, mais... Et merci d'essayer de trouver qui lui a vraiment fait ça et de nous aider tous à traverser cette épreuve. Comme je l'ai dit, c'est ce que ça me fait ressentir. Il n'y a rien de plus important que de faire toute la lumière sur cette affaire, car les implications sont immenses. Et pour moi, je ne me soucie plus de la politique. Ça ne m'intéresse tout simplement plus. Et je crois vraiment que notre gouvernement a été impliqué dans cette affaire. Notre gouvernement est impliqué dans la dissimulation. Et les personnes qui devraient, d'accord, ce seraient précisément celles contre qui Charlie s'est battu. Pour eux, il s'est battu pour qu'ils accèdent au pouvoir, des nuits blanches à se battre pour que ces gens soient en poste. Et comme je l'ai répété, je me fiche de vos élections de mi-mandat. Je veux savoir qui a tué Charlie Kirk et je veux savoir pourquoi. Je veux savoir pourquoi il a dû mourir. Martin Box écrit « Merci d'avoir été ma boussole ces derniers mois et de m'avoir aidé à distinguer le bien du mal. Le Christ est roi. » En effet, le Christ est roi. Pizzi Ficarino écrit « Je reconnais l'opération psychologique et religieuse en cours depuis l'élection de Trump. C'était fou à observer. Le Christ nous a appelés à être des artisans de paix. J'aimerais aider avec Preborn. Je suis en Arizona et je suis échographiste. On nous reconnaîtra à notre amour. Veuillez contacter Preborn. Ils font un travail fantastique et vous avez raison de le souligner. Ils nous manipulaient aussi à ce sujet. Et je disais « Il y a tellement de ces personnes qui ont des connexions militaires très haut placées, qui ont ces plateformes, et tout ce qu'elles font, c'est se concentrer sur la Bible. Je vous le dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment quelque chose qui cloche, et on peut un peu voir le masque tomber maintenant, parce que ces gens prétendent se soucier de ce qui est arrivé à Charlie. Et la chose la plus simple, c'est d'exiger la vérité. Et au lieu de ça, ils protègent des gens comme Josh Hammer. C'est juste quelqu'un d'évidemment mauvais. Il a menti. Et ils feront tout pour protéger ces individus. C'est une opération psychologique, ce n'est pas la vérité. Et en fait, c'est, à bien des égards, la plus sadique de toutes les opérations psychologiques, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils s'imposent. Comme nous sommes les plus instruits en matière d'écriture, nous pouvons donc vous dire si votre âme sera condamnée ou non. Si vous écoutez cette personne ou si vous ne l'écoutez pas, ça me rend malade. Comme je l'ai dit, j'ai le plus grand mépris pour ceux qui brandissent la Bible en critiquant les autres, tout en sachant pertinemment qu'ils se moquent complètement de ce qu'il y a dans la Bible et qu'ils veulent juste attaquer quelqu'un et se sentir justifiés de le faire. C'est tellement arrogant et je pense que c'est aussi extrêmement malveillant parce qu'il y a des gens qui vous suivent et ce sont de vrais chrétiens. Donc, Namari Valimar écrit « Ceux qui ont regardé chaque épisode ne quitteront pas le navire. Ne perdez pas espoir, mais placez votre confiance uniquement en Christ. L'Esprit Saint apportera le discernement. C'est vrai. Et je pense que c'est de cela qu'a parlé cette histoire. Nous avons tous un discernement spirituel, n'est-ce pas? Nous ressentons les choses à un niveau spirituel et il y a des gens qui pensent pouvoir remplacer notre esprit par des ordures. Si suffisamment de gens le disent, ce sera vrai. Nous continuerons à dire Tyler Robinson, nous continuerons à dire les preuves accablantes et ainsi nous manipulerons l'esprit. Et cette fois, nous disons non.
Ivan écrit « Plus il y a de détracteurs, plus nous savons que vous êtes sur la bonne voie. » Allez, Max, Candice. Bon, les amis, je vais vous quitter car nous avons dépassé le temps imparti, mais vous aurez bientôt de mes nouvelles sur mes réseaux sociaux. Je vais lancer un appel aux dons pour Mitch et sa famille. Nous allons évidemment donner de manière significative et j'espère que vous vous joindrez à moi pour le faire. On se retrouve demain, les amis.